Au Venezuela, nous assistons à un coup chirurgical. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce coup chirurgical? Aujourd'hui, les États-Unis sont gouvernés par un groupe de pouvoir néofasciste. Le problème est très simple. Trump doit rendre des comptes à la base électorale qu'il a portée au pouvoir. Malheureusement, je dois le dire avec sincérité, ici même sur Alma Plus, le 29 août, j'avais annoncé qu'un coup chirurgical allait se produire. Je ne l'ai pas dit avec satisfaction, et encore moins je le dis aujourd'hui avec fierté ou quoi que ce soit de ce genre. C'est simplement l'expérience qui t'apporte la connaissance de l'histoire, la connaissance de l'analyse et les faits. Le coup chirurgical a eu lieu. S'il y a une chose fondamentale et que j'ai également dite à plusieurs reprises, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis sont gouvernés par un groupe de pouvoir néofasciste, dont les principaux membres et représentants ne font pas partie de l'establishment traditionnel, ni même de l'establishment républicain. Il s'agit d'un groupe de pouvoir qui représente des idées fascistes dirigées par son leader, Donald Trump. Ils ne peuvent pas aller plus loin aux États-Unis, parce que même si nous disons qu'il s'agit d'une démocratie bourgeoise, les États-Unis étant la démocratie bourgeoise, le berceau de la démocratie bourgeoise, Alexis de Tocqueville l'avait déjà souligné. Beaucoup affirment que le berceau de la démocratie bourgeoise est la France. C'est vrai que Tocqueville, au XIXe siècle, a longuement réfléchi à cette question. Il a écrit un ouvrage très célèbre, l'un des plus publiés aux États-Unis, de la démocratie en Amérique, où il décrit une institutionnalité démocratique qui a résisté et continue de résister à Trump. Mais la première chose que Trump a faite a été de purger la FBI, la CIA, le département d'État, le Pentagone et les principaux appareils fédéraux. Le Congrès, il ne l'a pas purgé parce qu'il n'en a pas la possibilité. Trump a hâte de le faire, malgré tout, sans en reconnaître la portée. Nous sommes dans un... Je disais cela à la communauté académique. Il ne s'agit pas d'un individu que l'on puisse comparer à la tradition politique américaine des faucons. Nous parlons de Nixon, nous parlons de Reagan, nous parlons de Bush fils, qui était encore plus belliqueux que Bush père, car il était bien sûr guidé par Dick Cheney et Donald Rumsfeld, deux grands faucons néoconservateurs. Non, il s'agit d'un type dont les alliances vont au-delà des alliances de classe. Ce sont des alliances ethniques. Les bases qui ont soutenu Trump et l'ont remis à flot après les événements au Capitole, lorsqu'il a perdu les élections face à Joe Biden, sont les classes moyennes anglo-saxonnes affectées par la mise en œuvre du néolibéralisme aux États-Unis. Et Trump appartient à ce groupe ethnique. Petit-fils de Bavarois du côté de son père, fils d'une Écossaise, il est de pure souche et idéologiquement présente une projection du fascisme. Il ne croit ni aux règlements internationaux, ni aux lois nationales. Il vient de le prouver en se retirant de toutes les institutions multilatérales liées au changement climatique et à la lutte contre le terrorisme créées par les États-Unis eux-mêmes. Il ne veut aucun obstacle, ni aucune entrave, et l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU vient de dire que l'ONU est une institution inutile. Ce sont des termes plus que péjoratifs. Le problème est très simple. Trump doit répondre à des bases qui l'ont porté au pouvoir. Et ces bases, qui ont perdu tant d'avantages au cours de toutes ces années, travaillaient principalement dans l'industrie automobile,
Fondamentalement, elle travaillait dans des secteurs liés à l'industrie et il a promis qu'il allait réduire le prix de l'énergie parce qu'il veut récupérer cette usine. Il veut ramener aux États-Unis l'usine industrielle qui s'était déplacée à la recherche de main-d'œuvre bon marché. Et cela implique de réduire le coût de l'énergie. Et c'est important pour les États-Unis car le pays ne dispose pas de réserves de pétrole suffisantes. Il doit recourir à la fracturation hydraulique, fracking. Mais si vous avez un pays avec les plus grandes réserves pétrolières du monde, il y a une opportunité dans la mentalité de ces gens qui ont une projection fasciste et en même temps, parce qu'il y a un grand conflit. Le grand conflit de Trump est avec la Chine. Et son grand conflit avec la Chine, à cause des tarifs douaniers, n'a pas bien fonctionné car il a commencé à affecter les États-Unis et il a dû céder. Alors, comment compte-t-il continuer à l'écarter? Comment ce combat se poursuit-il? Il s'efforce de les éloigner du canal de Panama afin de renchérir l'accès à l'Amérique du Sud et aux États-Unis, notamment à la côte atlantique américaine. Premièrement. Deuxièmement, il faut neutraliser le Venezuela. Le pétrole vénézuélien est crucial pour la Chine. Qui est l'autre? L'Iran. L'Iran est le quatrième fournisseur de pétrole de la Chine, d'où le grand conflit. Neutraliser le Venezuela et l'Iran signifie pour Trump, dans le cadre de ses plans, tenir ses promesses et répondre aux attentes. Nous sommes donc dans une grande réévaluation, une réévaluation géopolitique où les États-Unis ont pour principale promesse de convertir et de préserver les États-Unis comme la puissance économique, la plus grande puissance économique. Et les plans indiquent que la Chine pourrait les supplanter. Les projections, les chiffres, tout indique que la Chine va le déloger. Et il est dos au mur. Il doit agir, car les prochaines élections ne sont pas dans 3 ans à l'échelle de l'histoire des nations. Alors, le Venezuela était donc au centre de tout, ce qui implique deux types de projections. L'une géostratégique, que je vous expliquais, et l'autre politique. Le Venezuela était un symbole du socialisme du XXIe siècle, qui n'est pas le socialisme que nous avons à Cuba. C'est un socialisme construit sur une économie de marché. C'est un socialisme fondé sur les règles de la démocratie bourgeoise. Autrement dit, le Venezuela prouve qu'un monde plus juste, un monde avec un pays socialiste peut exister sans guerre de libération nationale, comme on dit ici à Cuba, sans recours aux armes. C'était la preuve que ce qu'Allende a tenté de faire et ce qu'ils ont vaincu pouvait être réalisé au XXIe siècle. Ils y voient à leur tour un moyen de donner la dernière impulsion au symbole moral de la gauche sur cette planète, Cuba. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Ils préparaient cette action. Cela a pris des mois. Chaque fois que je parlais avec des camarades, avec des Vénézuéliens, même avec d'autres analystes, je disais que je ne pensais pas qu'ils s'engageraient dans une invasion armée, car ce serait le prix politique et humain à payer. Ce serait un prix très élevé pour l'administration Trump, à l'heure où elle s'efforce de façonner un nouveau système mondial. C'est-à-dire l'existence du multilatéralisme, le fait qu'il y ait aujourd'hui en théorie les BRICS d'un côté et les États-Unis de l'autre ne rend pas le monde plus rationnel. Alors l'assistance de l'ONU et la conclusion d'accords au sein de cette institution y contribuent. Quand on vide l'ONU de son sens, comme on vient de le faire, on aboutit à une nouvelle division du monde. On retourne au XIXe siècle, on retourne au début du XXe siècle, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, en ce moment même, une enchère fait rage pour une nouvelle répartition du monde.
sous l'influence des puissances étrangères. Et dans cette enchère, Trump et son appareil idéologique ont réinterprété la doctrine Monroe et lui ont donné un sens. Comme je l'ai déjà dit, la doctrine Monroe est dépassée depuis longtemps. Il y a un siècle, lorsqu'en 1918, l'administration Wilson a envoyé des troupes en Sibérie combattre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France contre l'armée rouge. La doctrine Monroe stipulait que les États-Unis respecteraient les possessions coloniales de l'Europe en Amérique. À cette époque, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas occupaient des positions coloniales. Ils s'engageaient à respecter ces positions. Ils n'admettraient aucune nouvelle entreprise coloniale. Et en contrepartie, ils s'engageaient à ne pas s'immiscer dans les affaires européennes, ni à porter atteinte aux intérêts d'aucune puissance européenne. Voilà la doctrine Monroe. Mais si vous affirmez aujourd'hui que cet hémisphère occidental appartient aux États-Unis, comme le département d'État vient de le déclarer, ceci est notre hémisphère. Et ils ont même écrit notre en rouge, comme me le faisait remarquer un ami il y a 2 jours. Cela signifie « ceci est notre hémisphère et nous allons le conquérir même au prix du sang ». Ils l'avaient déjà annoncé, nous imposerons la paix, nous l'imposerons par la force. Et leur premier objectif est de s'emparer du Canada, un vieil allié. Or, le chef d'État du Canada est le roi d'Angleterre. Le Canada est un pays indépendant dans l'ordre réel, mais dans l'ordre géographique théorique des Nations Unies, son chef d'État est le roi d'Angleterre. Par conséquent, ils s'en prennent à une puissance européenne, la Grande-Bretagne, et pas seulement à leur allié canadien, qu'il était déjà pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est resté leur allié traditionnel au sein de l'OEA. Ils ne s'en prennent pas directement au roi d'Angleterre, ni même au roi de Grande-Bretagne, mais en instrumentalisant le Groenland à des fins politiques et en le camouflant sous le drapeau américain, ils révèlent déjà leurs véritables intentions. Mais c'est ce qu'ils font depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ingérence des États-Unis en Europe, en Grèce, en Italie, en Allemagne a été constante, tout comme en Asie. L'idée que l'Amérique latine était leur sphère d'influence et que le reste du monde n'en faisait pas partie est dépassé. Le monde leur appartient. Aujourd'hui, ils affirment que l'hémisphère occidental leur appartient, ainsi que ses ressources, et qu'il ne peut y avoir aucune ressource minérale, aucune ressource énergétique stratégique, ni aucun pétrole susceptible de profiter aux puissances adverses, même si ce n'est que pour le bénéfice économique des États-Unis. C'est pourquoi ils éliminent déjà la Russie et la Chine de cette manière. Ils parlent de l'Iran. C'est la réalité. Et le Venezuela est pris en étau. Au Venezuela, ce que nous annonçons est une frappe chirurgicale. Quelles sont les caractéristiques de cette frappe chirurgicale? La procédure est-elle nouvelle? Non. C'est ce qu'ils ont fait avec Noriega en 1989. Qu'ont-ils fait de Manuel Antonio Noriega? Ils ont déployé 30 000 hommes pour envahir le Panama. C'est la vérité. C'est peut-être triste, douloureux. Nous les avions prévenus, nous les avions alertés, mais ils n'y croyaient pas. La menace de guerre était omniprésente. Leur espace aérien était bloqué. Ils étaient déjà encerclés par des navires. Non seulement 13 bases militaires étaient encerclées, mais une flotte de 10 navires de guerre, dont un porte-avions et le plus grand groupe aéronaval au monde, avec 15 000 hommes prêts à intervenir au large de leurs côtes, et des avions de combat survolaient constamment l'espace aérien vénézuélien. Les Vénézuéliens fêtaient Noël, le Nouvel An. Au Venezuela, on plaisantait même. Les Yankees arrivent, l'invasion est imminente. Mais c'était pour rire. Nous savons donc que nos frères et sœurs vénézuéliens sont des gens heureux, sereins et très paisibles. Ils abordent la guerre et toute forme de violence, et ils ont été victimes de la politique américaine pendant toutes ces années, ces 20 ou 25 dernières années.
Et ils ne croyaient vraiment pas que cela allait arriver. J'étais au Venezuela en décembre et l'atmosphère était normale, un climat où l'on ne ressentait pas les tensions extérieures. C'est ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Irak. Ils ont commencé à lui faire pression. Mais regardez, Trump dit que le seul moyen de nous faire capituler, soi-disant, c'est de pulvériser le pays à coups de bombes. Il n'a pas parlé d'occupation. Il sait ce qu'une occupation de Cuba coûte. C'est un peuple courageux. Voilà, regardez l'interview. C'est un peuple courageux, c'est un peuple fort. C'est ce qu'il a dit. Trump le reconnaît, il le sait, il le sait. Ils vont pulvériser notre pays. Pourquoi? Nous n'avons pas de pétrole. Il ne peut pas nous comparer à la Chine. Trump disposait alors d'une situation lui permettant d'obvier à l'approbation du Congrès pour une action militaire. Il a dû déclarer qu'il s'agissait d'une opération de police et a invoqué le cartel des soleils pour masquer la supercherie. Mais il était évident qu'une opération militaire se préparait, car lorsqu'il a déclaré en fin d'année « J'ai dit aux troupes de garder leur calme », que rien d'autre n'allait se produire, c'était à plus forte raison. C'était d'autant plus vrai que 2 jours avant son attaque contre l'Iran, les émissaires de Trump discutaient avec les Iraniens et élaboraient un plan de rencontre pour trouver des solutions. Certains disent que l'envoyé spécial de Xi Jinping est allé avertir Maduro qu'ils allaient l'attaquer, qu'ils allaient attaquer le Venezuela. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, je n'ai pas suffisamment d'informations pour l'affirmer. J'ai des informations à communiquer, premièrement. Les Vénézuéliens, les frères, ont été surpris, pris au dépourvu, victimes d'une attaque inattendue, qu'ils ne méritent pas, victimes d'une attaque qui viole, qui constitue une violation flagrante de toutes les ordonnances internationales, victimes d'une invasion militaire qui est même anticonstitutionnelle aux États-Unis, car Trump n'a pas demandé d'autorisation au Congrès. 48 heures plus tard, il était censé remettre un rapport au Congrès, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, il viole non seulement l'action, non seulement le droit international, mais aussi la Constitution des États-Unis. Victime de l'enlèvement du président constitutionnel qui viole toutes les lois internationales et les conventions internationales. Cela constitue un acte de terrorisme d'État auquel le peuple vénézuélien ne s'attendait pas. Par ailleurs, la question de l'intervention militaire se pose. Le Venezuela aurait-il pu la repousser? Est-il injuste de reprocher aux forces armées nationales bolivariennes leur incapacité à détruire 150 avions ayant survolé Caracas en l'espace de 2 heures? Les États-Unis ont d'abord utilisé des EA-18G Growler, avions de guerre très modernes, électroniques de pointe, capables de neutraliser les systèmes radars. Ils ont neutralisé le système radar d'alerte précoce chinois des Vénézuéliens et ont également déployé des bombardiers stratégiques B-1B Lancer au-dessus de Caracas. On parle même de F-35. Non, ce sont des bombardiers stratégiques B-1B Lancer capables d'emporter des missiles nucléaires qui ont survolé Caracas ce jour-là. Il y avait plus de 150 appareils, hélicoptères, drones, avions de chasse, bombardiers, plus de 150. D'un coup chirurgical, ils ont frappé des systèmes d'approvisionnement électrique et de communication. Autrement dit, c'était une attaque surprise, une véritable surprise, le genre d'attaque qui leur a permis d'obtenir un résultat.
le peuple vénézuélien et il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que pendant longtemps on leur a dit que les forces armées vénézuéliennes les défendraient. Ils se croyaient avoir une défense invincible et soudain, ils sont sous le choc car ils se sentent impuissants. Tout cela fait partie de la sale campagne de guerre psychologique menée par les Américains. Il y a des histoires de jeunes femmes dans les forces armées nationales, car eh bien, je me souviens encore des combattants cubains tombés en défendant leur peuple comme de vrais combattants. Notre peuple, je l'ai dit il y a quelques jours dans une interview à Al-Mayadeen, aucun autre pays d'Amérique latine ne possède les traditions ni l'expérience du combat de notre peuple. Nous avons un peuple d'hommes et de femmes endurcis par des épreuves comme celle-ci. Pourtant, aux funérailles des officiers de la FANB à Caracas, on raconte l'histoire d'une jeune femme blessée qui a refusé d'être évacuée. Elle a voulu se battre jusqu'au bout. On parle d'un jeune combattant qui tire sur un hélicoptère avec un pistolet. Un hélicoptère AH-64 Apache. Quelle absurdité! Nous sommes un peuple d'hommes et de femmes courageux. Les Américains savaient que c'était le coup qui pouvait être décisif. Ils ne sont pas intervenus car ils savent qu'ils ne peuvent pas occuper le Venezuela. C'est la vérité. Ou alors, ils peuvent l'occuper. Mais comment survivront-ils ensuite? Fidel a dit cela dans les années 1980 lorsque les États-Unis ont tenté d'attaquer Cuba, ou plutôt lorsque Alexander Haig, secrétaire d'État, est récemment sorti de son poste de commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, a fait pression pour une agression militaire contre Cuba. Il a menacé Carlos Rafael Rodríguez au Mexique, affirmant que si nous ne retirions pas notre personnel, nos enseignants du Nicaragua, il nous attaquerait. L'Union soviétique et Yuri Andropov, il avait dit qu'il nous laisserait seuls si on nous attaque. Il nous laisserait seuls. Fidel a dit, s'ils interviennent vraiment, nous n'avons pas la puissance de feu antiaérienne, ni hier, ni aujourd'hui, pour lutter contre un ciel rempli d'avions, de drones et d'hélicoptères américains. Le problème, c'est ce qui se passera quand ils interviendront, car ils devront intervenir. Le problème, c'est ce qui se passera une fois sur le terrain. Ils devront se battre. Ils ont retenu une vingtaine de combattants cubains pendant 2 heures. Vous auriez dû voir la tête de ces individus, figés devant cette scène comme dans un film hollywoodien, complètement consternés. C'était sûrement ces lions qui les ont abattus, étouffés. Ce n'était pas juste quelques minutes, mais 2 heures de combat acharné avec des AKM. Qu'est-ce que ça aurait été avec des RPG-7, des AKM, des couteaux? Comment ce pays a-t-il réagi lors de l'invasion de la Havane par les Britanniques? Ils ont dû se retirer après 11 mois. Ils étaient là. Ils ont dû battre en retraite. Nous avons combattu la plus puissante armée d'Europe au XIXe siècle, les Espagnols, et ils ont dû partir. Les Américains sont intervenus alors que la guerre était déjà perdue. Ils se battaient même avec des abeilles, des ruches. Maintenir une occupation militaire est extrêmement difficile. Pourquoi ont-ils fui l'Afghanistan? Parce que le même sort que celui réservé à l'Union soviétique allait leur être réservé. Ils se sont retirés. Ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Que s'est-il passé en Irak? Que s'est-il passé en Libye? Le problème, c'est qu'après, ils ne peuvent pas maintenir l'occupation. Ils ne peuvent pas stabiliser aucun de ces pays. Donc, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le dites, eh bien, pourraient-ils le faire? Bien sûr que oui, ils possèdent la technologie militaire la plus avancée au monde. Ils en sont capables. Une frappe chirurgicale, ils peuvent le faire. Une attaque surprise, ils peuvent le faire. La lutte est là, s'ils occupent. Les possibilités de nos peuples, c'est quand ils occupent. Qu'a fait le Vietnam? Qu'en fait-il au Vietnam? Alors le peuple vénézuélien devrait-il avoir honte de ce qui s'est passé? Non, ce serait une erreur. C'est ce qu'ils veulent, qu'ils aient honte, qu'ils pensent que leurs militaires sont des lâches. Non, c'est faux. J'ai des amis militaires vénézuéliens, tout comme j'ai des amis journalistes, artistes, écrivains.
C'est une nation d'hommes et de femmes courageux. Je crois qu'une fois la frappe chirurgicale menée, ils ont été surpris non seulement par un avion espion électronique, mais aussi par excès de confiance. Ils pensaient que c'était impossible et n'ont pas pris de mesures supplémentaires. C'est la vérité. Ils ne croyaient pas que ce gouvernement était aussi meurtrier, aussi abusif. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Et oui, on le dit depuis un moment déjà, ce sont des fascistes et ils en veulent toujours plus. On lui a posé la question qu'il allait à Cuba parce que Marco Rubio le pressait. Marco Rubio est un lâche, on le sait déjà, un menteur. C'est un lâche. Trump se moquait de lui, l'appelant Petit Marco. Et maintenant, il semble à genoux devant Trump. Il n'a aucune dignité. Alors à quoi peut-on s'attendre de sa part? Et il a essayé de le provoquer. Le jour de la conférence de Mar-a-Lago, quand on a interrogé Trump, il l'a fait parler, mais 2 heures plus tard, Trump l'a contredit. Non, ils allaient abandonner Cuba. Non, a déclaré Trump plus tard. Nous n'allons mener aucune agression contre Cuba. Ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, il vient d'insister sur le même point. Et qu'a-t-il dit? Ces gens, croyez-moi, c'est incroyable. Aucun président américain n'avait jamais tenu de tels propos. C'est un grand peuple, un peuple coriace. Et il vient de le constater avec ce qui s'est passé au Venezuela. Il l'a confirmé en déclarant « La seule chose qui puisse les arrêter, c'est de les bombarder et de détruire le pays. » Oui, il l'a dit, ils n'ont plus aucun moyen de nous faire pression. Il ne leur reste plus qu'à nous bombarder. C'est la même chose. On en revient au point de départ d'Eisenhower. S'ils pensent la même chose depuis 67 ans, passeront-ils à l'acte? Trump bombardera-t-il Cuba? D'abord, Cuba jouit d'un prestige international exceptionnel. Ensuite, Trump n'est pas un magicien aux États-Unis. Le pays est en proie à de graves conflits politiques internes. Et si le Venezuela a suscité de telles contradictions, qu'adviendra-t-il de Cuba? Alors que tout le monde sait qu'il n'a pas le moindre prétexte pour attaquer Cuba. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas de navire de guerre, puis ils annoncent aussitôt que 2 navires partis des Caraïbes se trouvent au large des côtes nord de Cuba. Non, mon ami, ils sont dans les eaux au large de Porto Rico, où se trouve leur base militaire, bien sûr, sur la côte nord de Cuba. Et il y a des bases militaires là-bas. Donc sur la côte nord de Cuba, non. Il y a une base militaire à Cuba, la base navale de Guantánamo, est à l'intérieur du pays. Ils essaient de nous faire pression. Nous ne figurons pas sur la carte géopolitique qu'ils tentent de tracer. Nous ne représentons rien. La gauche internationale l'a malheureusement vécu avec une grande douleur. Elle est divisée, sous le choc. Le fascisme est à l'avant-garde. Il est à l'offensive. Que représente Cuba? Dans la tradition cubaine, les combattants ne sont pas seulement des gens qui apprennent à se battre. Ce sont des gens qui aiment la paix. Ce sont des gens qui, par-dessus tout, débordent d'amour. Mais les plus grandes valeurs d'une Cubaine ou d'un Cubain sont la dignité et la loyauté. Ça n'existe que... J'ai que 57 ans. Un homme de Cuba, un garçon à Cuba, pas n'importe quel homme, un garçon. Car lorsqu'on examine la tradition politique cubaine, on constate qu'un grand nombre d'hommes homosexuels ont fait preuve de plus de courage qu'un grand nombre d'hommes hétérosexuels et que beaucoup d'entre eux ont lutté pour l'indépendance nationale. Beaucoup d'entre eux ont combattu et sont morts face à la dictature de Batista en Angola et lors de missions internationalistes. Et un grand nombre d'hommes homosexuels ont péri tout au long de ces 67 années de lutte pour l'indépendance. Par conséquent, il ne s'agit pas d'hétérosexualité ni de masculinité, il s'agit du cœur, de la pression exercée par la honte, par le regard et le courage d'une Cubaine, d'une mère, d'une épouse, d'une fille, ainsi, au-delà des convictions politiques, au-delà des convictions patriotiques, il est question du fait que la détermination des Cubains et des Cubaines est guidée par des raisons morales. Les Américains le savent, ils connaissent la boussole morale, mais Trump, lui, s'en moque éperdument. Trump vient de déclarer qu'il ne s'intéresse ni à l'ONU,
ni au droit international, que seules ses valeurs morales comptent à ses yeux. Or, nos valeurs morales sont totalement différentes de celles de cet homme, qui, outre le fait d'être misogyne, mégalomane et menteur pathologique, est un homme sans scrupules. Alors, en réalité, ils n'ont aucune justification pour une agression militaire contre Cuba, et encore moins pour un bombardement contre Cuba. Un homme qui de surcroît brigue le prix Nobel de la paix. Que va-t-il faire? Réduire en miettes l'île de la dignité, l'île de la liberté? Il le sait maintenant aussi, il le sait. J'ai écrit ceci il y a 2 jours à peine, après l'entretien et le débat sur Al-Mayadeen avec le docteur James Robbins, directeur de l'Institut de recherche internationale de l'Université de la Défense nationale à Washington. Ce peuple a pour principe directeur la justice et cette conviction les anime depuis leur plus jeune âge. Notre hymne nous enseigne que mourir pour la patrie, c'est vivre. Aprendemos con nuestro himno que morir por la patria es vivir.